Commençons la conférence. Donc aujourd'hui, je vais présenter en fait essentiellement ce livre, Histoire de la société domestique par Monseigneur Gaume, Euh, essayer de voir un peu comment la relation entre famille, politique, christianisme et paganisme. Pourquoi présenter ça? Donc, bon, pour Olivier qui est là, c'est un peu la continuité de la conférence que j'ai pu faire ce matin ou hier soir en France sur le droit d'aînesse. Euh, alors, Monseigneur Gaume est vraiment très intéressant. Alors, premièrement, bon, évidemment, c'est pas un évêque, hein, c'est un prêtre qui a eu que Pie IX, enfin, Pie IX a donné à ce prêtre donc le titre de Monseigneur enfin, c'est un titre honorifique donc hein, pour les œuvres qu'il faisait pour l'Église à l'époque. Et donc il est né en 1809 et mort en 1879. Donc il a vécu le 19e siècle, tout le 19e siècle. Il est un enfant de la Restauration et il a vu à la fin de sa vie la fin des États pontificaux. C'est un donc il a été théologien, il a beaucoup écrit et il était engagé dans tous euh, les combats de son époque. Et il a été ultramontain, il a pu être soutenu par Louis Veillot, il a combattu contre Monseigneur Dupanloup. Et donc c'est un contre-révolutionnaire, comment dire, c'est un contre-révolutionnaire tout à fait de référence de son époque, qui est postérieur à Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, mais qui est antérieur ou légèrement, enfin contemporain, mais qui est un peu antérieur dans ses écrits les plus importants à Blanc de Saint-Bonnet, par exemple. Euh, et donc dans ce livre, qui est peu connu, je pense, à l'heure actuelle, mais qui est excessivement d'actualité aujourd'hui, il va alors, juste une précision, c'est que donc Monseigneur Gaume a une culture classique excessivement solide. Pour nous, contemporains, tout à fait impressionnante. On se sent vraiment petit. Bon, déjà, on se sent vraiment très, 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 très nul en latin quand on le lit. Alors, pas dans ce livre, mais dans un autre livre où il répond à Monseigneur Dupanloup sur la, l'intérêt d'enseigner les classiques romains au séminaire. Et là il va développer le fait que c'est euh, pas au séminaire, mais je veux dire dans les petits séminaires, donc dans l'éducation des enfants. Est-ce qu'il est intéressant ou pas dans les écoles dirigées par des clercs en particulier d'enseigner les classiques, donc les lettres profanes latines aux enfants? Il va s'ériger en fait contre Monseigneur Dupanloup qui va faire ça, et il cite dans ses lettres, comme ça, sans, enfin, disons du latin en extension, voilà, d'une façon naturelle. Donc, ce qui suppose que ses lecteurs lui disaient comme ça le latin couramment, et où il montre que c'était pas, que c'est que un peu de profane, pourquoi pas, mais que vouloir absolument enseigner le profane pour le profane est est une, est inutile et voire dangereux moralement, puisque en lisant ça, on se rend compte de toutes les, parce que ça raconte des histoires païennes et donc pas du tout forcément dans la morale chrétienne. Bref, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, c'est pas le sujet principal, mais il va critiquer par exemple la dégradation de l'enseignement du latin à son époque, dans les années 1840 ou 1850. Quand on lit ça, on se dit qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Là, ce serait tout à fait. Enfin voilà, je pense que enfin, c'est toujours assez intéressant de se rendre compte que un borgne est roi au royaume des aveugles et que nos prédécesseurs étaient même à cette époque qui commence où on sent où les principes de la décadence commencent à se mettre en place, mais où la qualité générale quand même, euh, disons intellectuelle, de la rigueur, etc., était très puissante. Bon, alors pourquoi ce livre, Histoire de la société domestique? Et pourquoi dans un cercle d'études royales? C'est parce que, alors, il est à la fois tout à fait d'actualité,
Et ce qu'il décrit s'applique tout à fait aujourd'hui. Ensuite, il dresse un portrait tout à fait euh, extensif grâce à sa connaissance des classiques sur les mœurs domestiques, donc c'est-à-dire l'histoire de la famille en fait, hein, dans la plupart des grandes civilisations, inclus le Japon, la Chine, sur ce qu'ils pouvaient savoir à son époque dans les relations, inclut toutes les sociétés d'Amérique latine de l'histoire moderne, et puis tous les classiques latins, dont Strabon et compagnie, qui parlent de toutes les tribus un peu plus ou moins barbares qui existaient au moment de l'époque romaine ou avant l'époque romaine. Et ce qui est assez intéressant, et ce qui est très intéressant, et ce qu'on peut utiliser pour l'apologétique d'ailleurs, c'est que feu Michel Rouche, qui est un historien contemporain, lui, hein, qui est mort en décembre 2021, a étudié beaucoup les royaumes barbares. Et alors, je ne sais pas s'il a lu Monseigneur Gomme ou pas, je ne sais pas s'il a lu Joseph de Maistre ou pas. Ce que j'ai lu de ce Michel Rouche, au départ, il est plutôt libéral. Enfin, disons il a fait sa carrière dans les années 70 et 80, donc il est issu un peu de cette époque-là. Mais dans ses conclusions, c'est un historien tout à fait rigoureux et il décrit tout à fait les mêmes choses que Monseigneur Gomme, c'est-à-dire que le paganisme est, enfin, disons qu'on peut repérer d'un point de vue anthropologique les sociétés qu'on dit barbares du fait de le fonctionnement de leur famille, et plus la famille en fait a des fonctionnements contre nature, plus les mœurs de la société elle-même et les institutions politiques de la société vont être, de notre point de vue, disons, chrétien, qui connaît une société chrétienne, excessivement terrible. Et en particulier, il souligne l'opposition entre finalement que les sociétés barbares anciennes était matriarcale, et quand la société est matriarcale, ça rajoute encore plus dans, disons, la dureté de ces institutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lit Monsieur Argom, il va en fait pas forcément de la même façon, hein, il est de son époque, etc., donc il n'a pas les mêmes façons de le dire, mais il va dire exactement la même chose, enfin, il va avoir les mêmes constats. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait tracer, pour dire, pour synthétiser, résumer au départ, plus ou moins trois types de sociétés qu'il arrive à trouver dans l'histoire. Tout ça, c'est des types, hein, donc après, ça, il peut y avoir de plus ou de moins, mais grosso modo, c'est des sociétés. Alors déjà, deux différences, les sociétés païennes ou chrétiennes, et ensuite dans les sociétés païennes, les sociétés qui sont patriarcales et matriarcales. La société chrétienne est forcément patriarcale, et un patriarcat christianisé, qui est en fait le retour de l'ordre tel que voulu par Dieu dans la famille et par extension dans la société politique. Et dans les sociétés païennes, c'est selon les sociétés, c'est soit patriarcal, soit matriarcal, quelque chose, un mix entre les deux, mais et plus c'est matriarcal, plus c'est euh, euh, ce que nous on appelle les sauvages ou les primitifs ou des sociétés excessivement totalitaires. Et quand c'est patriarcal païen, bah, c'est pas forcément mieux puisque ça c'est souvent des tyrannies qui sont aussi très dures, mais qui ne prennent pas forcément, qui ne vont pas aussi loin dans les sacrifices humains ou dans des institutions qui aujourd'hui nous semblent euh, démente, mais il suffit de lire les relations des missionnaires, il suffit de lire même les descriptions de Strabon, qui lui-même n'était pas chrétien, était païen, et qui observait les mœurs des Celtes à l'époque ou des choses comme ça, pour se rendre compte que, voilà, que ces sociétés étaient excessivement dures. Et Monseigneur Gomme, évidemment, en tant que prêtre catholique, et bien qui a une bonne connaissance des Écritures et qui a cette vision un peu de haut, va plus loin que évidemment Michel Rouche, et il analyse complètement, et ça c'est assez intéressant, il utilise même le mot, hein, le terme, il analyse la modernité et ce qui se passe au XIXe siècle dans le monde que lui il voit et qu'on peut tout à fait appliquer par extension à ce qui se passe aujourd'hui, comme une repaganisation de la société. Et en fait, il dit, ben, en gros, à ce rythme,
si on abandonne les principes chrétiens, si la société domestique c'est le christianisme, les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, on va retrouver une société à la païenne qui sera dans tous les cas dure et plus ou moins dégénérée en fonction euh, enfin, à quel point ça la va loin dans la contre-nature. Voilà. Et donc, il a dans donc, la structure de ce livre, qui est long, mais qui se lit facilement, euh, il se concentre en fait sur le problème d'abord de son époque, donc c'est-à-dire sur la place de la femme et de l'enfant. Parce qu'il se rend bien compte qu'à l'époque où il écrit le livre, donc c'est en 1800, je crois, 50 pile, enfin où ça est paru en tout cas, la femme est attaquée au premier chef, 1854 pardon. La femme est attaquée. Pour attaquer la famille, on attaque la femme et la place de la femme. Donc c'est toutes les lois qui existent depuis, enfin toutes les lois qui ont été d'abord mises par la Révolution et qui puis ensuite vont être, et le Code Napoléon, qui vont être soit abolis ou soit pas abolis, mais comme le divorce, euh, comme à l'époque, il n'y avait pas encore son mariage civil, mais le mariage civil qu'on parle ou dont on ne parle pas, la liberté testamentaire, tout un tas de choses comme ça, et où en fait il va analyser dans des sociétés pas post-chrétiennes, mais dans les sociétés modernes qui se sont christianisées et qui commencent à être attaquées. Donc il va parler de l'Angleterre, il va parler de la France en particulier. Comment on voit les germes d'une repaganisation plus ou moins avancée, et il essaie de donner des remèdes pour combattre ça. Euh, voilà. Donc ce que je vais essayer de présenter, c'est par quelques citations, parce que c'est mieux comme ça. Voilà, voir un peu quel genre de choses il peut dire, et quelques petits exemples sur la réalité, parce que nous on a complètement perdu encore, même si malheureusement dans la réalité ça refleurit en fait, mais enfin on a perdu ce que pouvait être la réalité d'une société païenne, primitive ou sauvage, enfin une société non chrétienne en fait, quel que soit son degré de civilisation d'ailleurs. Voilà. Et ce qui est pas forcément, enfin ce qui est pas, c'est pas une critique quand je dis qu'on a perdu de vue ça, c'est une certaine logique, hein, puisque on n'aime pas forcément voir ce qui est euh, moche, dégoûtant, horrible, donc on a tendance à détourner le regard de ça. Et quand c'est ses ancêtres qui l'ont fait ou ce genre de choses, bah, on a encore plus tendance à ne préférer pas le voir, parce que si on ne voit que ça, après voilà, la mémoire, c'est avant tout l'art d'oublier certaines choses, on peut, enfin, si on peut dire. Mais il est important de se rappeler ces réalités aujourd'hui, d'autant plus que la modernité s'est fondée en fait sur, je pense qu'on peut dire ça, sur l'oubli de ces réalités-là, en croyant que les sociétés sans le christianisme, en effaçant tous ces mœurs, en ne parlant pas de tous ces aspects-là, que ces sociétés sans le christianisme faisaient pourquoi pas aussi bien que les sociétés chrétiennes. Et tout ça, à l'époque, ça a pu charmer euh, des, des gens plus ou moins cultivés, tout simplement parce que on ne connaissait plus la réalité de ces sociétés-là. Donc c'est très facile d'être séduit, euh, euh, voilà, en fait, par des discours qui parlent de société, mais de façon en fait idéalisée. Bon. Et Monseigneur Gaume, au fond, dans ce livre-là, va remettre les points sur les i, sur en particulier la condition de la femme, la condition des enfants, la condition des esclaves, euh, dans toutes les sociétés qui sont non chrétiennes. Et donc le mouvement de son livre, c'est une longue introduction sur donc d'abord il part en fait de son époque, donc sur d'une part rappeler rapidement le mariage chrétien, la famille chrétienne, le rôle de la femme et de l'homme, de la maison, des domestiques. Et ensuite, il va parler de l'affaissement de l'esprit chrétien et des dangers
en particulier sur la femme, en rappelant le rôle particulier de la femme dans la famille, dans la religion, et l'attaque, les dangers à son époque sur l'attaque sur la femme en particulier. Et ensuite, il va diviser son livre en 4 parties. Donc il part d'une première partie, c'est plus ou moins chronologique, histoire de la famille avant le christianisme. Une deuxième partie qui est histoire de la famille sous l'influence du christianisme, où il analyse comment l'avènement du christianisme va en fait complètement remettre en ordre tous les désordres qu'il a constatés dans la première partie. Une troisième partie où il analyse, et donc ça c'est un peu, on peut le voir comme un peu redondant par rapport à la première partie, mais en fait où il revoit les mœurs, les institutions désordonnées des civilisations païennes, mais dans l'époque moderne, donc c'est-à-dire dans les Amériques, en Océanie, et en Asie, Chine, Inde, Corée, Japon. Et dans une quatrième partie, il va analyser plus précisément la dégradation de la famille en Europe à l'époque moderne. Il va parler de l'Angleterre, il va parler des philosophes, etc. Et il finit par les remèdes pour essayer de sauver la famille en France. Euh, donc, je vais commencer à lire une citation qui est assez tardive dans le livre, mais qui expose pourquoi il est si important. Parce que voilà, ce que j'aimerais souligner dans cette conférence, c'est que, bon, voilà, ici, nous sommes tous catholiques, donc pour nous, c'est évident. Et c'est évident, je pense que pour la plupart des catholiques quand même normaux en France, qu'il faut défendre la famille. Et ça, le combat pour la vie, le combat pour la famille, ce sont des combats assez marquants, enfin en tout cas marqueurs du combat des catholiques et qui souvent peuvent faire la différence, enfin qui permettent de reconnaître les catholiques ici et là. Et c'est quelque chose sur lequel on a continué d'insister, même après Vatican II et même les papes qui, sur d'autres points de morale dogmatique, ont pu être soit très flous, ou soit arrêter d'en parler, ou soit dire même parfois des erreurs. Enfin, en tout cas, sur le combat pour la famille, il y a une sorte de quand même consensus sur ce sujet-là. Et voilà, voilà, que c'est clé de défendre la famille, de le faire en pratique aussi, mais de défendre la famille aussi dans la société politique, etc. Et ce que j'aimerais souligner ici, et là c'est un peu enfin la conférence de hier soir, enfin ou de ce matin, c'est que c'est effectivement vrai que la famille est essentielle à protéger. Euh, D'une part, tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu et qu'il faut faire respecter les lois divines que Dieu a voulu pour la famille. Bon, ça c'est clair. Mais d'un point de vue politique, c'est aussi tout à fait important parce que la famille est la base de la société et la cellule de la société. Et ce que je disais tantôt, c'est que si on défend la famille, en fait, ça devient naturel d'être légitimiste, dans le sens où le roi, c'est la famille des familles et c'est c'est le modèle des familles. Donc, par extension, la politique, c'est une grande histoire de famille, en fait. Donc, voilà. Et ce que je voulais souligner ici, c'est que peut-être la faiblesse du combat contemporain par rapport à la famille et par rapport à toutes les histoires de vie, c'est de se cantonner à la simple protection, j'allais dire, des familles nucléaires, en oubliant le fait que la famille est le fondement de la société politique et que, par extension, depuis la famille, euh, toute la société politique, en fait, va changer. Enfin, si la famille est traditionnelle, la société deviendra traditionnelle. Si la famille est révolutionnaire, la société deviendra révolutionnaire et qu'on ne peut pas faire l'impasse. Enfin, voilà, qu'il y a une certaine contradiction à l'heure aujourd'hui, ou plutôt, oui, une contradiction, ou un manque de cohérence
Si on veut protéger la famille d'un point de vue politique, on ne peut pas être autre chose, en France en tout cas, qu'au fond que royaliste, puisque comment voulez-vous dire oui, il faut faire une famille catholique et traditionnelle au niveau individuel, mais au niveau de l'État, là, non, là, la famille, elle peut ne plus exister, c'est pas grave. Voilà, en tirant les choses. Et donc là, je vais juste lire mon ancien Orgome sur cet aspect. Il dit ceci. euh, donc il parle de l'enfance. Il parle à son époque, il y avait un débat sur la majorité qui était passée de 25 ans à 21 ans. Et en gros, il combat ce changement de majorité qui passe de 25 ans à 21 ans en expliquant pourquoi c'est une chose qui va affaiblir la famille. C'est assez intéressant hein, parce qu'aujourd'hui on pense qu'on en est à 18 ans et qu'au Japon ils sont encore à 21 ans mais qu'ils sont passés à 18 ans pour le vote, etc. Bon, enfin bon, peu importe. Mais donc il dit ceci. Donc l'enfant chrétien respectait son père parce qu'il voyait en lui l'image de Dieu et le dépositaire de son autorité divine. Monsieur de Bonald a remarqué, en parlant de notre patrie, donc la France, que chez aucun autre peuple, le précepte divin qui ordonne d'honorer les parents n'a été plus religieusement accompli. À cette fidélité, le profond publiciste attribue avec raison la gloire, la puissance et la longue durée de la monarchie française. Le raisonnement le plus simple confirme l'explication du philosophe chrétien et rend incontestable le fait que nous rappelons. Une société est d'autant plus forte que le lien qui la forme est plus inviolable. Or, le lien de la société domestique, c'est l'autorité du père. Si donc la nation française s'est élevée au-dessus de toutes les nations modernes par sa puissance et sa durée, il faut que le lien domestique ait été plus fort et plus respecté que partout ailleurs. Car la société domestique est la base de la société politique. Les vices et les vertus de la première passent nécessairement dans la seconde, ainsi que les propriétés de la sève passent dans la plante qu'elle nourrit. Voilà. Donc c'est cette idée que que la famille euh, va forcément, la constitution de la famille va forcément jouer et avoir des conséquences sur la constitution de toute la société politique. Et si la famille se christianise, la société se christianise, et si la famille se déchristianise ou se paganise, la société se paganise. Voilà. Donc je vais d'abord euh, de résumer ce qu'il dit sur, en gros, avec peut-être quelques exemples, sur les constatations qu'il fait sur la société domestique avant le christianisme. En fait, bon, pour résumer, il explique que, grosso modo, quand on est païen ou révolutionnaire, en fait, on ignore ou on nie la volonté de Dieu. Et donc il dit ceci. L'homme qui méconnaît la volonté de Dieu ne connaît d'autre règle que la sienne. Et cette volonté elle-même ne connaît d'autre règle que ses caprices, d'autres limites que son intérêt ou son impuissance. Or, l'exercice de la volonté humaine, sans règle et sans frein supérieur et divin, c'est le despotisme. Telle fut la loi suprême des nations livrées à l'idolâtrie, c'est-à-dire au mépris du vrai Dieu et au culte des passions. Ce grand fait qui ressort, environné de sanglantes lumières, de l'histoire des peuples païens, forme le point de départ de toutes les études morales sur la société domestique dans l'Antiquité. Que le despotisme fut la loi de la famille païenne, le despotisme politique suffirait, à défaut d'autres preuves, pour nous en convaincre. L'État n'étant, pardon, l'État n'étant, comme nous l'avons vu, qu'une réunion de famille, ou plutôt le développement de la famille, il doit nécessairement réfléchir les principaux caractères. De même que l'homme mûr ou décrépit conserve les traits essentiels et les qualités de son enfance. Donc là, il expose à la fois, euh, enfin voilà, il résume un peu la substantique moelle de sa constatation et de sa méthode, c'est-à-dire observez la famille et vous saurez à quel état vous avez affaire, enfin à quelle société vous avez affaire. Observez la famille et vous comprendrez comment fonctionne une société. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, grosso modo, quand on ne connaît pas Dieu, ça devient en fait, et ça c'est tout à fait la même chose que la modernité avec
l'humanocentrisme, enfin, c'est-à-dire les droits de l'homme, quoi, c'est-à-dire contre les droits de l'homme contre les droits de Dieu, qui font que c'est l'homme qui devient la référence. Ben soit il dit, donc on tombe dans une sorte de l'homme se fait Dieu, ou l'homme, c'est le caprice de l'homme qui est la référence, donc en fait l'homme devient un tyran, donc ça devient des sociétés qui sont très tyranniques, ou sensuelles, enfin, ou un mix des deux, c'est-à-dire que c'est les passions de l'homme qui prennent le pas, et donc soit on va tomber dans une tyrannie complète, soit on va tomber enfin on va flatter les passions des hommes, et tout va tourner autour de ça. Donc, voilà, et cette grille de lecture s'applique très bien pour analyser beaucoup de sociétés, et s'applique très bien pour analyser nos sociétés qui peuvent virer en fonction des époques depuis la Révolution française entre ce sensualisme et cette tyrannie, ou ce totalitarisme, si on préfère. Euh, voilà, voilà. Ensuite, euh, donc, alors ce que j'aimerais, c'est... Il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'il dit aussi dans un autre parti, où, disons, c'est assez rassurant. Il dit quel est l'intérêt d'étudier ces sociétés domestiques qui ne sont pas forcément chrétiennes, outre de se rappeler que ça existait. Il explique que, alors si je retrouve la citation, je vous la dirai, mais que, à contrario ou en filigrane, même les sociétés ou même les lois qui vont aller contre la nature ou qui vont vouloir nier des réalités naturelles font en fait d'une part quand même le travail de la providence. Euh, et d'autre part vont montrer à contrario notre nature et finalement le droit naturel, enfin la loi naturelle, puisque même quand on le nie, on ne change pas la réalité telle qu'elle est, et d'une façon ou d'une autre, cette réalité revient. Euh, alors, donc attendez. Attendez, j'aimerais bien retrouver cette citation, parce qu'elle est pas mal. Hop, non, si je ne retrouve pas, tant pis. Bon, on dirait que ça ne veut pas sortir. Bon, bon bref. Voilà. Alors, en fait, donc ensuite, je vais appliquer 3 points, peut-être 4 si on a le temps. C'est prendre, d'une part, d'abord, la Rome antique, qui a été pendant très longtemps dans les études classiques vue comme le sommet de la civilisation païenne. Donc, on ne parle pas de la Rome christianisée par Constantin, mais on parle de l'idéalisation de la Rome antique, païenne, d'avant le Christ, et qui a effectivement a eu un grand empire, etc., et qui a été comparé peut-être à d'autres sociétés qu'on dit barbares, et avec raison, qui avaient des mœurs moins féroces que certains peuples celtes qui sacrifiaient les humains comme ça, ou d'autres, ou à d'autres ailleurs. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que même cette société, même cette civilisation qui est a priori une des plus brillantes que l'on connaisse dans l'Antiquité, était en fait excessivement dure et assez désordonnée. Et sur ça, il dit cela. Et voilà, c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça, et c'est dit de façon assez... euh, oui, vous allez voir. Donc, il parle chez les Romains, l'histoire de la famille chez les Romains, hein, depuis la fondation au début. Donc, chef de brigands et père d'un peuple destiné par la Providence à l'empire du monde, Romulus, accoutumé à ne reconnaître d'autre loi que celle de la force,
imprima son caractère au rudiment de législation qu'il donna à sa peuplade. La nature ne fut comptée pour rien dans l'organisation de la famille romaine. Elle eut pour base non les liens du sang, mais le lien civil de la puissance. Pour être membre de la famille, le titre d'enfant ou d'épouse ne suffisait pas, il fallait encore être sous la puissance du père. Ainsi, le fils émancipé cessait de faire partie de la famille. Ainsi, la nouvelle épouse entrait dans la famille non par sa qualité d'épouse, mais par l'adoption civile de son mari actuellement sous la puissance paternelle. De là, pour l'enfant, une série de conséquences dont la rigueur logique fait frémir. Et d'abord, le pouvoir paternel des Romains, porté à un degré inconnu des autres nations, s'étendit jusqu'au droit de propriété absolue sur les enfants, les petits-enfants et au-delà. En conséquence, la vie et les biens de tous les enfants et des petits-enfants issus des fils en puissance furent entre les mains du père de famille comme une chose entre les mains du propriétaire. Leur acquisition, soit par industrie, soit par donation, soit par testament, appartenait au père, qui était ainsi l'héritier universel de sa lignée. Nous acquérons, dit Ulpien, c'est une citation, par les personnes qui sont sous notre puissance. Les commentateurs du droit romain expliquant ce texte ajoutent: le père acquérait par son fils, les enfants héritaient pour leur père, et le père, s'ils avaient un pécule, en était l'héritier. Tout en blâmant cette exagération de droit accordé à la puissance paternelle, on ne peut s'empêcher de reconnaître dans ce pour absolu sur plusieurs générations un principe de force et d'unité qui devait nécessairement réagir sur la société politique. La puissance du lien de famille fut, à n'en pas douter, une des causes de la grandeur romaine. En vertu du même droit de propriétaire, le père pouvait exposer ses enfants, les tuer, les vendre et les racheter. Trafic horrible que la législation subséquente l'autorisa, par un acte spécial, à exercer jusqu'à 3 fois. Et tout est bien cité, hein. Il y a citation des différentes lois en latin dans les notes. Ce droit ne cessait qu'après la troisième vente, ou par l'émancipation, ou par le mariage revêtu par l'assentiment paternel, etc. Euh, juste par parenthèse, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a des féministes qui nous disent que la société patriarcale pouvait être terrible, effectivement, une société patriarcale païenne est excessivement dure et les faibles, donc c'est-à-dire les enfants, les femmes et les esclaves en général, donc tous ceux qui par une raison ou pour une autre se sont retrouvés en situation de faiblesse à un moment quelque part, et les vieillards sont les grandes victimes de ces sociétés-là et ils sont tout à fait à la merci du bon plaisir. Bah, là, en l'occurrence, par exemple, du pater familias. Avec cette voilà par exemple après il va décrire tout un tas de lois je vais en lire quelques-unes juste pour remémorer ceux qui font du droit romain et qui connaissent ces sujets c'est des choses assez classiques mais on ne les connaît plus forcément aujourd'hui mais voilà par exemple ce qui va dire par exemple ainsi donc c'est un peu un peu plus tard dans l'histoire de Rome donc au moment de la République. Ainsi, la loi accordait au père un droit étendu sur son fils, un droit plus étendu sur son fils que sur son esclave. L'esclave vendu et acquérant sa liberté en jouissait. Il était sui iuris. Il n'en était pas de même du fils devenu libre après sa vente. Il retombait sous l'esclavage du père. Ensuite, citation, que le père tue sur le champ l'enfant qui naît gravement difforme. Ça, c'est une des lois des 12 tables. On entendait par grave difformité la privation ou la faiblesse extrême de quelques membres ou quelque chose de plus. Romulus s'était contenté de ne pas défendre aux pères d'exposer leurs enfants monstrueux et difformes, qui seraient au-dessous de 3 ans, pourvu qu'ils ne le fissent que sur l'avis de 5 voisins auxquels ils auraient fait voir ces enfants. Mais la loi des 12 tables ordonne que ces enfants soient égorgés le plus tôt possible et sans attendre l'avis des voisins. Cette disposition barbare, sur laquelle nous avons le témoignage formel du Cicéron, demeura en vigueur tout le temps de la République. La preuve en est dans une foule d'exemples de nouveau-nés impitoyablement mis à mort par ordre des pontifes. Et donc il cite dans tout le livre toutes les lois, beaucoup de lois sur Rome, toutes ces lois sur les enfants, sur les femmes, sur les esclaves, qui sont voilà, de ce type-là, excessivement difficiles, et dures, je veux dire. Voilà, donc c'était un peu cette ambiance-là.
Alors, et ensuite, euh, voilà, j'ai encore dire un petit passage sur les enfants et les femmes. Alors là, je le dédie tout particulièrement à Marion Sigaud, parce que c'est exactement les recherches qu'elle fait. Alors, elle fait pas, elle, sur l'Antiquité, mais tout ce que Marion Sigaud se rend compte sur le trafic des enfants ou sur toutes ces histoires de pédocriminalité, qui ressurgissent au moment de la modernité et qui ensuite, jusqu'à aujourd'hui, deviennent des réseaux encouragés quasiment par la loi, avec les lois qui autorisent le consentement des mineurs. Enfin, voilà, qui dépénalisent quasiment la pédophilie, qui sont très flous sur le consentement des mineurs pour ce genre de choses et tout ça. Ben, c'est pas du tout nouveau sous le soleil, ça existait parfaitement dans les anciens temps. Moi-même, je l'ai constaté dans mes recherches sur le Japon, avec tous ces trafics de filles qui existaient pendant l'ère Edo, où les parents vendaient leurs filles, et qui ensuite étaient revendues, enfin étaient possédées par en fait un peu tout le monde, et où c'était même légitimé moralement en disant que c'était un acte de piété filiale pour les filles de ne pas de bien obéir là-dedans. Et ben tout ça c'est pas nouveau. Et donc je vais lire ce que dit Monseigneur Gaume à ce sujet dans un chapitre donc qui explique la famille païenne à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, et voilà la femme, la mère, l'épouse, la fille, la sœur, la noble et bienfaisante compagne de l'homme, celle dont le visage doit être dans le foyer domestique, ce qu'est le soleil levant dans la nature, joie, vie, beauté, bonheur. La voilà devenue l'être le plus vil, le plus hideux, le plus malfaisant, le plus dégradé de la nature entière, vérifiant tout ce que les livres sacrés avaient prédit de son infernale méchanceté, justifiant et au-delà l'oppression qui pesait sur elle. Que reste-t-il sinon qu'elle soit anéantie avec la famille dont elle devait être l'honneur et la vie, et dont elle était la honte et la mort? Ou bien il faut qu'elle soit entièrement régénérée, car elle a atteint les limites du mal, elle s'est rendue en tout semblable à son type païen, elle est devenue orgueil et volupté. C'est là que le christianisme vint la prendre. À l'égard de l'enfant, il était un autre membre de la famille bien plus malheureux encore, s'il est possible, et bien plus digne de compassion, car celui-là du moins était innocent. L'enfant, oh que dira son sort Qui dira son sort chez les païens du siècle d'Auguste? Je promène mes regards de l'Orient à l'Occident et sur tous les coins du globe j'aperçois les nombreux théâtres de ses douleurs. Le sein de sa mère, vestibule de la vallée des larmes, n'est pas pour lui un asile sacré. J'entends les philosophes, dont les idées régissent le monde, mettre en question si c'est un crime de le faire périr avant sa naissance. Si l'enfant, étant encore au ventre de sa mère, est animal ou non. Telle est en propre terme la thèse examinée par les sages. Pla- Platon tient qu'il est animal, dit Plutarque, d'autant qu'il a mouvement et qu'il prend nourriture. Les stoïques, qu'il est parti de sa mère, non pas animal séparé. Empédocle, qu'il n'est point animal et néanmoins qu'il a vie. Hérophilus, lui laisse le mouvement naturel et non pas la respiration. Et de ce mouvement-là, les nerfs sont la cause instrumentale. Puis il devient animal parfait, quand étant sorti du sein de sa mère, il prend un peu d'haleine et d'air. Voyez les conséquences morales de ces sanglantes théories. Citation. Si l'enfant au sein de sa mère n'appartient point encore comme individu à l'espèce humaine, si le père, pour prendre une résolution sur la conservation des jours du nouveau-né, n'avait à consulter que sa convenance personnelle, l'avortement et l'infanticide, ainsi autorisés, n'étaient point des attentats. La philosophie le proclamait nettement. Encore une citation. Tuer un homme, dit Quintilien, est souvent un crime. Tuer ses propres enfants est quelquefois une très belle action. Et chez tous les peuples, les Thébains et les Juifs exceptés, les oracles de la philosophie furent traduits en articles de loi. Lycurgue, Solon, Romulus, Numa, les décemvirs autorisent l'infanticide sans distinction de temps. Et ensuite, il explique comment, sous Auguste, donc au moment où notre Seigneur arrive, arrive dans l'histoire, comment ce trafic d'enfants, enfin comment les enfants étaient terriblement, enfin étaient vraiment, étaient, il n'était pas bon d'être enfant. Et en gros, il analyse et quels étaient les- le, à l'époque, quels étaient les acteurs de ce trafic d'enfants. Et en fait, il en soulève quatre. Donc je le dis juste pour mémoire. Il y avait donc les filles pour les lieux infâmes, comme il dit, donc on va pas s'étendre. Il y avait ensuite les enfants qui étaient enlevés, vendus, achetés pour les gladiateurs.
par les maîtres de gladiateurs ou marchands de gladiateurs pour en faire des gladiateurs. Il y avait ensuite ceux qui étaient achetés, enlevés ou tout ce que vous voulez par les magiciens, parce qu'il y avait plein de superstitions voilà, sur ça. Et ensuite, le quatrième groupe qui pouvait les enlever, ou les acheter, plutôt les enlever vu leur ça, c'était les mendiants, pour en faire des mendiants. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont un peu terribles. Donc, ce qui conclut sur tout ça, c'est en fait, malgré les beaux discours, dans les sociétés quand même païennes, et là il prend la Rome qui était censée être la plus fantastique, la plus civilisée, la plus haute, nul esprit de famille, dureté, exigence d'une part, crainte et servilisme de l'autre. Et ensuite il va dire quelque chose, alors c'était où ce que je vais retrouver? Ce qui est intéressant, et c'est là où c'est aussi très important, c'est que malgré cette réalité, ça n'a pas empêché certains philosophes, certains penseurs, certains sages à avoir des beaux discours quand même, d'un point de vue de l'eau naturel, sur la famille ou sur l'esprit de famille euh, et ce genre de choses. Mais ce qui souligne, c'est que même quand on peut trouver parfois partiellement, de façon parcellaire, pardon, chez les sages ou chez les philosophes, des choses sensées sur la famille, ou sur les devoirs du père, de la mère, ou des enfants, voire qu'il faut, je sais pas, protéger l'innocence ou ce genre de choses. En fait, c'est jamais appliqué. C'est ça la chose, c'est que c'est jamais appliqué. Et c'est jamais appliqué. Et ça, et ça va évidemment beaucoup moins loin même dans les paroles que ce que dit l'enseignement du christianisme, mais en plus, c'est jamais appliqué. Donc on ne peut pas utiliser ces quelques bribes pour pouvoir essayer de sauver des institutions qui sont foncièrement désordonnées. Pas par la faute forcément des gens qui l'ont vécu, hein, puisque les païens ne connaissaient pas notre Seigneur, quoi. C'était pas leur faute forcément, mais ça change pas la réalité voilà, et les conséquences. Euh, bon. Et ensuite, pour finir et pour quand même mettre une touche un peu plus positive, en fait, il analyse ensuite toute la christianisation. Et ça, c'est la partie très d'une part enthousiasmante, qui quand même console beaucoup, et où on se rend compte à quel point le christianisme, enfin voilà, notre Seigneur Jésus-Christ et la charité, enfin, passé partout. Et demain, c'est la fête du Christ roi, donc c'est peut-être une bonne. Voilà, ça va être particulièrement pour cette fête, c'est remettre le Christ partout dans la société politique. Ça a des effets concrets, il suffit de faire un peu d'histoire pour s'en rendre compte. Et il prend des exemples précis, et il prend les exemples en fait esclaves, femmes, enfants, et sur les trois, il va prendre toutes les lois chrétiennes depuis le début, depuis le départ, depuis la Didaché, et comment les papes, même quand il y a eu les martyrs, même quand la société politique n'était pas encore chrétienne, donc quand on n'avait pas encore les Constantins, quand on avait encore des polypériens, que dès le départ, euh, ça c'est constaté par Michel Rouche, c'est constaté par Jean de Metz, c'est constaté par par des historiens anciens, nouveaux, etc. Il suffit de faire un peu d'histoire du droit pour s'en rendre compte. C'est que, par exemple, enfin, ce que je disais tout à l'heure de l'Église qui va protéger la famille, en particulier les enfants, et en particulier la femme, et en particulier les esclaves, c'est dès le départ, et c'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction pour les chrétiens d'abandonner, de tuer leurs enfants, d'avorter, et ça c'est le premier texte de loi que l'on connaît chrétien, enfin qui est plutôt de la discipline ecclésiastique si on veut, la didaché, ou la didaché, c'est plutôt la didaché, je pense que ça se prononce à la grecque, qui est une compilation de disciplines ecclésiastiques et de certaines lois qui est appliquée aux chrétiens, mais dans la communauté chrétienne, ben, il est interdit de faire de l'infanticide et de faire de l'avortement. Ce qui prouve d'une part que ça existait, qu'il fallait faire une loi pour enfin qu'il fallait le redire clairement pour l'en empêcher, et que dès le départ, on combat sur ce terrain-là. Et ensuite, il explique aussi, l'esclavage disparaît
euh, et que à la fin, ça va donner nos sociétés chrétiennes du Moyen Âge flamboyant que l'on connaît, où il n'y a plus d'esclaves. Et donc il va dire, je vais quand même peut-être juste lire ce passage parce que c'est pas mal. Alors, après diverses fluctuations dues à la lutte encore très vive du paganisme et du christianisme, donc là il parle après Constantin. Euh, non, je vais. Euh, Voilà, c'est ça. Je vais d'abord parler de Constantin. Donc Constantin, qu'est-ce qu'il a fait? Pour réhabiliter cet être si intéressant et si faible, donc l'enfant, Constantin met au nombre des crimes sociaux tout ce qui atteint la vie ou la liberté du nouveau-né. Afin de sanctionner cette loi, alors si nécessaire par la terrible peine du talion, il étend le châtiment du parricide au père qui tue son enfant. Ses successeurs déclarent digne de mort quiconque oserait attenter à la vie de cet être naguère si méprisable et aujourd'hui devenu respectable aux yeux des rois, depuis qu'il est devenu sacré aux yeux de Dieu même. Euh, donc là, on a d'un point de vue légal un retournement de situation. Avant, dans le monde païen, le père pouvait faire ce qu'il voulait avec ses enfants, grosso modo, les tuer. L'avortement, c'était pas un problème, de toute façon, c'était pas un homme, etc. Et Constantin passe des lois qui, quand même, c'est immense quand on réfléchit, qui applique les châtiments de parricide au père qui voudrait tuer son nouveau-né. Voilà. Donc c'était pas des petites mesures, hein, c'était des mesures excessivement musclées. La christianisation de la société s'est faite aussi par des mesures fermes et intransigeantes de princes très chrétiens, quoi, qui n'hésitaient pas à affirmer les principes de façon très claire et à les protéger de façon légitime par des lois, quoi. Euh, hop, voilà. Voilà, et donc je vais sauter, mais pour ce qui est de l'esclave, en fait, il analyse comment le christianisme a abolir l'esclavage indirectement en faisant en sorte que toute personne qui devient baptisée sera à un moment, en fait, euh, in extenso affranchie et qui va se fonder au départ sur le fait que le baptisé devient un frère. Donc en fait, la domesticité, telle qu'on la connaît en monde chrétien et qu'on connaît dans toutes nos œuvres de littérature un peu anciennes et telle qu'on peut la voir au Moyen Âge et tout ça, va remplacer l'esclavage et ça va être aussi intégré en droit. Ça c'est quelque chose de bien connu en droit, en droit de l'Ancien Régime. C'est ceci. Bientôt, alors ne les cite pas encore, mais je le cite quand même parce que c'est quand même intéressant. Bientôt, à la gloire éternelle de notre patrie, la maxime évangélique de l'égalité humaine devant Dieu deviendra une loi sacrée du plus beau royaume après celui du ciel. Et là, il cite, ça c'est le droit coutumier. Toutes personnes sont franches en ce royaume, donc la France, et sitôt qu'une personne a atteint la marche, dit celui, se faisant baptiser, il est affranchi. Voilà, c'est tiré des coutumes qui ont été rassemblées par Loisel et ces principes de l'ancien droit étaient appliqués pendant tout l'ancien régime. Et le seul moment où il y a eu des exceptions où il n'a pas été appliqué, c'est à partir des années 1750 où, de façon exceptionnelle, certains esclavagistes outre-mer pouvaient, si c'était pour moins de 3 mois, pouvait passer en France avec des esclaves sans que les esclaves soient automatiquement affranchis si c'était pour moins de 3 mois. Mais sinon, n'importe qui arrivait sur le terre de France était automatiquement déclaré libre. Donc s'il y avait quelqu'un qui arrivait avec des esclaves en France, il suffisait qu'il s'échappe et ensuite il était protégé. Voilà, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas ailleurs. Bon. Et enfin, je vais finir par ça, pour dire à quel point c'est d'actualité. C'est une citation de Clément d'Alexandrie, qui, donc, dans son livre, je ne sais plus lequel, va dire ceci, en fait, où il s'adresse donc à des gens de son époque, à ses païens, et il dit ça. Il dit, vous repoussez un orphelin de sa maison, et vous nourrissez des perroquets. Vous exposez vos enfants, et vous nourrissez des poussins. Vous préférez des êtres privés de la raison à ceux qui sont doués de cette belle prérogative.
Ouais, je cite ça parce que ça fait trop penser à notre époque contemporaine qui, euh, qui est quasiment animaliste, mais absolument, ça pose absolument pas de problème de faire de l'avortement, de tuer des enfants et ce genre de choses. Et Tertullien va dire: quant à nous, chrétiens, l'homicide nous est si expressément défendu qu'il ne nous est même pas permis de détruire dans le sein de sa mère l'enfant qui vient d'être conçu. Empêcher la naissance, n'est-ce donc pas commettre un homicide? Qu'importe que l'être qu'on détruit soit déjà venu à la lumière, ou qu'on l'empêche d'y paraître, il est homme, l'être qui est destiné à devenir homme, car le fruit est tout entier dans la semence qui le produit. Donc effectivement, le combat contemporain sur la vie, en particulier sur l'avortement et la protection de la vie à naître, n'est pas nouveau. C'était un des premiers combats dès le départ de l'Église, dans l'Église naissante. Et quand on lit, ben voilà, juste ici quelques citations, mais quand on lit quelques citations des pères de l'Église, on se rend compte à quel point ben, rien de nouveau sous le soleil dans ce sens-là. Et il est urgent donc de continuer ce combat évidemment, mais nous de nous replonger dans les pères de l'Église et de bien connaître la réalité, pas forcément tout, mais de connaître ces réalités de ces sociétés qui ne sont plus chrétiennes, pour d'une part savoir ce qui nous attend si, et savoir l'expliquer à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de problème, ce qui nous attend si on continue à ce rythme. Et voilà, parce que c'est quand même assez repoussant. Et retrouver dans l'Église, euh, à travers l'histoire, les moyens qu'elle a utilisés, comment elle a fait, appuyer sur le temporel quand le temps, enfin, dès que les princes sont devenus chrétiens, pour bah, ancrer, protéger les principes chrétiens et la loi divine, bah, pour l'honneur de Dieu et et pour le salut des âmes. Voilà. Donc je vais terminer là. Si vous avez des questions, des commentaires, des compléments, je vous en prie. Oui, alors en fait, pour être précis, c'est même la fin du 19e siècle, donc je pense que c'est. Alors j'ai pas les dates précises, hein, mais c'est vraiment après Monseigneur Gaume. C'est-à-dire, c'est très lié au, disons, Schopenhauer, tout ça, et, enfin, c'est-à-dire les études bouddhistes. Vous voyez? Alors, d'un point de vue philosophique, c'est Schopenhauer qui l'a repris. Alors là, j'ai pas il faudrait que je vous retrouve les noms, mais en gros, ceux qui en sont les plus grands noms. Donc, pour la France, c'est très Troisième République, hein, ça fait très Troisième République, post-1870. Donc, voilà, très contexte franc-maçon, gnostique, parce que tout ça, ils y retrouvaient pas mal de choses là-dedans. Et cette idée que vraiment beaucoup, tous des anti, peut-être pas tous, il faudrait que voilà, si ça vous intéresse, je regarderai un peu. Je suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais beaucoup d'anticléricaux, parce que vraiment, ils retrouvaient dans toutes ces, voilà, et finalement, c'était assez ésotérique, quoi, comme monde, hein, que ça soit l'Inde, que ça soit la Chine, que ça soit le Japon. Donc, on pouvait un peu dire ce qu'on voulait, ça faisait plaisir aux gens sur place. Voilà, et c'est ça. Et inversement, c'est là où ça devient excessivement pervers pour le coup. C'est que inversement, nous, on est au côté japonais, mais c'est-à-dire que les peuples de l'autre côté, qui étaient encensés par ces gens qui étaient anticléricaux, ont en fait refondé leur religion à partir de la synthèse faite en Occident, et puis en disant que ça a toujours été comme ça, et en clarifiant une morale naturelle que ces analystes ou compilateurs ont vu voir dans ces religions, parce que malgré tout, ils étaient quand même dans une société chrétienne, et même s'ils étaient anticléricaux et peut-être certains excessivement enfin voilà, si je sais, voilà, même diabolique et tout ça. En fait, ils étaient imprégnés de christianisme quand même, donc ils voulaient prouver qu'on pouvait avoir une morale naturelle sans christianisme.
Et donc il projette la morale telle qu'on la connaît en société chrétienne sur ces sociétés-là. Et je pense vraiment, et ça c'est à creuser pour moi comme sujet de recherche, mais que la société d'avant-guerre au Japon est une société qui a des fruits en partie chrétiens, parce qu'elle a importé une morale naturelle, épurée, de toutes les scories les pires qui pouvaient exister dans une société païenne, et que pendant une génération ou deux, ça a donné quelques fruits, mais que c'est pas... Et, voilà. Et sauf que ça, ils attribuent ça à leur longue histoire, mais franchement, il suffit d'étudier un peu l'histoire de l'époque Edo avant, ou avant, pour voir que c'est pas le cas, quoi. Mais c'est vrai, et ça il faut le reconnaître, que l'époque, je sais pas quand on pourrait exactement la définir, mais cette époque-là, de peut-être 70 ans, de trois générations, entre la fin du 19e siècle et l'immédiat après-guerre, a profité des fruits chrétiens en fait, par l'importation de l'institution du mariage, tout simplement, par exemple, des choses toutes simples comme ça, l'institution du mariage qui ne voulait pas se dire chrétien, mais qui gardait toutes les caractéristiques chrétiennes sans plus se fonder sur Jésus-Christ, mais qui était monogame. Euh, C'était déjà juste ça, c'est déjà une révolution, quoi. Voilà, ouais, euh, bah, ça a toujours existé dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que le premier empereur qui n'a pas été polygame, c'est l'empereur Taisho, donc c'est le successeur de l'empereur Meiji. L'empereur Meiji, donc lui, il est mort, si je m'abuse, c'est quoi, 12, voilà. Donc voilà. Alors en fait, et c'est là où c'est très intéressant, cette histoire de la polygamie, parce que pour être précis, c'est c'est une monogamie avec concubinage officiel. Donc il existe. Non, en fait, c'est une polygamie avec une impératrice principale, si on veut dire. Donc ce qui est très intéressant, c'est que nominalement, on a quand même cette conscience du droit naturel en disant qu'il y a quand même un problème à avoir une famille complètement désordonnée. Mais en même temps, comme le but du jeu, c'est pas la loi de Dieu, mais c'est avoir des familles puissantes, il faut avoir des enfants. Donc, on a pas mal de femmes. En plus, avoir pas mal de concubines, ça montre la puissance. Et ces concubines ont un statut officiel. C'est légal, quoi. Ils ont un statut officiel. Là où, par exemple, dans une société chrétienne, quand Louis XIV veut faire donner d'une part une reconnaissance officielle à sa maîtresse niette, et quand il veut, par exemple, faire d'un de ses bâtards un héritier, niette. C'est cassé par le Parlement de Paris. On est dans des mondes complètement différents. Les hommes sont pêcheurs partout, certainement, mais dans une société païenne, ces désordres sont institutionnalisés. C'est ça la différence. Donc on a un concubinage avec donc institutionnalisé. Et aussi, je crois que je l'ai dit l'autre conférence, ça aussi c'est très intéressant sur le droit d'aînesse. C'est-à-dire que en pratique, le dauphin, enfin, on appelle l'héritier au trône officiel, donc le dauphin, bon, si on le traduit, on va dire dauphin, voilà, est toujours, comme pour les Romains, est un adopté. Ça peut être, il faut quand même qu'il soit du sang, de la famille royale, enfin impériale, ou de la famille des shoguns, par exemple, mais ça peut être n'importe qui. Il est adopté comme dauphin. Donc, il y a une sorte, si on regarde, par exemple, moi au début, je me faisais tout à fait avoir, quand je regardais les livres un peu des conservateurs japonais qui, en fait, ceux qui sont un peu âgés, disons, ont un mode de pensée, comment on pourrait dire, loi naturelle chrétienne, mais sans savoir que c'est du christianisme, vont dire que c'est patrilinéaire, à succession, mâle, pas forcément l'aîné, parce que là, quand même, c'est clairement pas vrai dans l'histoire. Mais quand on regarde leur généalogie, comme ces généalogies sont toujours un peu simplifiées, on a, on remarque pas du tout de suite au premier abord que c'est premièrement polygame et que deuxièmement, c'est pas forcément les fils qui sont les héritiers des pères, quoi. Et en fait, quand on commence à regarder en détail, on se rend compte qu'il y a plein de femmes partout, avec des filles partout, avec des fils partout, et que en fait, les héritiers, c'est pas forcément les fils du précédent, quoi. C'est des gens qui veulent être adoptés, tout ça. Donc en fait, c'est un bazar monstre en vérité.
Et après, c'est un enchaînement, c'est-à-dire que les sociétés qui, disons, sont très civilisées arrivent à trouver des sortes de rustines pour limiter la casse d'institutions qui sont déjà désordonnées, quoi. C'est une sorte de... euh, c'est comme pour l'histoire, c'est complètement rien à voir, mais dans l'idée, moi, ça me fait penser beaucoup à cette histoire qu'il y a eu pendant les masques. Vous savez. Il fallait mettre le masque partout, mais comme il y a des gens quand même qui s'étouffaient, on a essayé de trouver des rustines pour qu'on arrive quand même à respirer dans le masque, quoi. Personne ne s'est posé la question si ça servait à quelque chose ou pas. L'institution est là, on la garde. Et il faut trouver une façon bah si on, je sais pas moi, je sais plus enfin, il y a eu plein de rustines comme ça qui ont été inventées et qui semblent enfin, ridicules, mais qui peut-être est un mieux si on part du principe que la loi du masque imposée à tout le monde est sacrée, quoi. Voilà. Mais quand on réfléchit 5 secondes, bon, voilà. Mais oui, c'était polygame, le Japon. Et ce qui est fou, ça, il faut le dire parce que ça, on l'oublie, mais dans ces sociétés païennes, le pire là-dedans, c'est que ça devient intégré et que ceux-là même qui en sont victimes sont fiers d'être les victimes. Je m'explique, par exemple, pour ces histoires de concubinage, il était absolument recherché de devenir concubine de l'impératrice. Donc, il y avait des gens qui vendaient leurs filles comme empereurs, comme esclaves, s'ils avaient je sais pas moi, des relations un peu pour que ça devienne des esclaves du palais, dans l'espoir que peut-être ça devienne une concubine, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Parce que c'était promotion sociale, parce que ça pouvait être dotation. Enfin, je veux dire, la logique est complètement inversée. Ou c'est comme l'histoire de ces histoires d'euthanasie à la païenne, où il devient un mérite moral pour quelqu'un qui commence à vieillir et à être un poids pour sa famille, à aller de lui-même dans la montagne mourir. Ou c'est comme cette histoire des filles qui sont vendues et où on leur dit, en fait, c'est bien ce que vous faites parce que vous rendez service à vos parents puisque vous leur permettez de vivre en étant vendus. C'est terrible. Parce que parfois, je dis ça parce que parfois, comme nous, on vient d'une société très chrétienne, il y a parfois, et c'est normal, de l'indignation sur certaines choses qui se passent à l'heure actuelle dans le contexte de paganisation de la société. Et les gens s'indignent encore parce qu'il y a un fond chrétien, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, ces histoires d'esclavage d'enfants, de concubinage, de machin, etc., sont très vite intégrées par ceux-là même qui devraient en être victimes, quoi. Donc l'indignation peut durer tant qu'il y a encore quelques restes chrétiens, mais là j'ai l'impression qu'on est dans un temps où ça devient pas forcément évident et que, enfin, il faut bien, en tout cas en regardant l'histoire, c'est clair, c'est que ces institutions aussi terribles sont elles peuvent d'une part tenir et tenir longtemps. Voilà. Les seules sociétés qui n'arrivent pas à tenir longtemps, c'est celles qui sont pour le coup barbares ou primitives, c'est-à-dire qu'ils vont tellement loin dans la logique contre-naturelle qu'ils essaient même pas de trouver des rustines pour limiter la casse. Et là, bon bah ça explose quoi. Mais sinon, malheureusement, euh, après, ça devient un équilibre de terreur, ça devient un équilibre de flatter les, le sensualisme des uns et des autres. Je te donne ci, tu me donnes ça. Voilà, le pain et les jeux, hein, c'est au fond, hein, pour le peuple. Enfin voilà, on dit le pain et le jeu pour Rome, mais ça c'est très vrai, hein. Les sociétés civilisées qui marchent, c'est parce qu'elles arrivent à trouver une sorte d'équilibre entre une population excessivement servile qui fonctionne d'une part par la terreur, et de l'autre côté on met du pain et des jeux pour qu'ils aient un certain confort quand même, pour pas qu'ils aient envie de se révolter, quoi. Quand on regarde notre société contemporaine, avec les écrans, tous les loisirs et tout ça, voilà, on n'est pas si loin, sauf qu'en plus, le but de notre époque, c'est même plus des choses qui sont pas chrétiennes non plus, mais qui étaient un peu plus élevées que juste la passion personnelle ou l'hédonisme. C'était pour à Rome, c'était la gloire de Rome. Ils avaient déifié l'État. Bon,
Voilà, c'est désordonné aussi, mais il y avait un peu plus de sacrifices personnels, quoi, enfin pour des choses qui étaient un peu plus élevées que juste les passions animales ou des trucs comme ça, quoi. Après, bon, voilà. Bon. Donc c'est du plus ou du moins. Mais en tout cas, dès qu'il y a la société chrétienne qui arrive, là, c'est voilà, c'est lumineux, quoi. On le sait, mais c'est important de le constater en pratique quand même, euh, parce que la réalité est massive, quoi. Ouais, ouais. Mm. C'est ce que dit Monsieur Argom, il dit ceci, c'est lapidaire, mais outre le sacrifice des enfants, la prostitution publique est universellement obligatoire dans les pays païens. Bah, quand on regarde notre société contemporaine, d'un point de vue institutionnel, on en est là en fait, hein. Entre l'avortement et la libération sexuelle. Voilà, c'est ça. Et ce qui est toujours important, c'est que c'est le développement des principes. Par exemple, là j'ai une autre citation qui est pas mal, c'est ce qui dit pourquoi ça fait ça, par exemple, chez les Romains, là, pourquoi ils sacrifient leurs enfants et tout ça, c'est pas... Ils sont logiques, ils sont très logiques avec leurs principes erronés, en fait. Il dit ça. La même dégradation de la société domestique, c'est-à-dire tout à la fois le sensualisme et le despotisme, l'avilissement et l'esclavage de la femme et de l'enfant qui nous ont attristés jusqu'ici, se manifeste dans la République de Lycurge. Oui, je sais pas si ça se pense comme ça, pardonnez-moi si je me trompe. Toutes les institutions de ce législateur relatives au mariage n'ont d'autre but que de donner à l'État des citoyens vigoureux et en grand nombre. Par exemple, si le but c'est d'avoir un État fort avec une armée puissante, il faut évidemment des citoyens vigoureux et en grand nombre. Donc on va supprimer tous ceux qui sont pas... Voilà, bah, Sparte, ils balançaient leurs enfants. Enfin, voilà, c'est très logique. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça peut nous... C'est horrible, ça c'est clair, mais c'est pas parce que c'est horrible que c'est insensé, au contraire. Au contraire. Et c'est là, je pense qu'il faut aussi comprendre, parce que faut- c'est bien, il faut s'indigner, enfin, c'est normal. Enfin, quand on est devant ça, quand on est chrétien, on peut pas ne pas s'indigner. Mais il faut comprendre que c'est pas insensé et illogique en fait. C'est sensé et logique par rapport aux principes qui sont appliqués dans ces sociétés, quoi, en fonction des buts qui sont pris, qui sont pas forcément les mêmes pas forcément les mêmes dans chacune de ces sociétés. Mais voilà, ça s'applique et puis enfin ça se développe et voilà. Après c'est très logique en fait. Et il n'y a que le témoignage chrétien qui peut changer ça, quoi. Il est martyr, hein. Au début, c'est le martyr. Le martyr. Mm. Et voilà, oui, très bien. On va finir. On conclut si vous voulez. Oui. Très bien, très bien. Je partage l'écran, je vous en prie. Oui.